deux grandes idées qui étaient présentes dans cette partie du cours, donc sur les évolutions du développement depuis les années 1960. D'une part, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, alors nous on fait pas tellement d'histoire politique ou géopolitique, mais vous le savez, il y a une grande vague de décolonisation et les États qui sont progressivement décolonisés se retrouvent en grande majorité un peu tous dans la même situation, qui est une situation de faible développement économique, et donc de ce que Truman va appeler du sous-développement. Donc ça, c'est la situation initiale, on pourrait dire. C'est un peu comme, vous savez, dans le roman, dans le conte, situation initiale, éléments perturbateurs, et puis différentes péripéties, conclusions. Alors là, la situation initiale, voilà, c'est les États se décolonisent massivement de la Deuxième Guerre mondiale aux années 60, et ils se retrouvent dans une situation économique et dans une situation de développement qui n'est pas favorable. Et donc j'ai rappelé un peu les différents critères qu'on pouvait utiliser pour qualifier le sous-développement. Premier point, je vais redévelopper un tout petit peu ensuite. Et le deuxième point, c'est que ce sous-développement donc a exigé d'élaborer des stratégies pour se développer, justement pour essayer de sortir de cette situation de sous-développement. Et là, les trajectoires des États euh, dont on vient de parler, ces trajectoires vont se diversifier. C'est-à-dire qu'on a un bloc initial qui est assez relativement homogène, un bloc sous-développé qui est constitué des anciennes colonies dans les années donc 50 et 60. Et puis ce bloc qui était assez homogène va se trouver très éclaté progressivement dans les années 70, 80 et ce jusqu'à aujourd'hui. Donc les trajectoires diversifiées, c'est-à-dire que certains États vont rester un peu englués quelque part dans le sous-développement, alors que d'autres vont au contraire avoir des trajectoires de progrès économique et de progrès social qui sont vraiment remarquables. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux grandes idées de ce petit 3. C'est pour ça que je dis ça va aller assez vite parce que il me semble que c'est des idées qui ne sont pas très complexes. Euh, voilà, et puis j'ai un dernier paragraphe ici, je vais revenir un tout petit peu en détail ensuite, mais dernier paragraphe ici, pour quand même nuancer un petit peu cette idée de développement qui ne fait que progresser à l'échelle de l'humanité. Alors certes, si vous prenez le temps long, le développement et les critères de développement, donc les revenus par habitant, l'éducation, la santé, tout cela progresse depuis le début, la deuxième moitié pardon, du XXe siècle. Donc sur le temps long, on a effectivement ce développement de l'humanité qui s'opère. Maintenant, il y a malgré tout des vagues, un peu comme la croissance économique, d'accélération, de décélération, des phases très rares de recul du développement, c'est quand même très très rare, mais ça a pu arriver dans l'histoire, donc c'est ce que je rappelais dans ce paragraphe-là, ici, avec des épisodes qu'on va observer plutôt là dans le grand 2, qu'on a appelé les décennies perdues pour le développement. C'était la décennie en particulier des années 1980 pour l'Amérique latine et pour l'Afrique. Alors, je reviens très rapidement donc sur les critères qu'on utilise habituellement pour qualifier le sous-développement. Alors, j'ai pas repris le critère de la Banque mondiale, mais on pourrait aussi le rappeler. Je rappelle que pour la Banque mondiale, les pays qui ont un revenu faible sont c'est caractéristique du sous-développement. Le revenu faible, c'est un revenu qui est inférieur à 1025 $ par an et par habitant. Donc, ça peut être un critère déjà aussi de sous-développement, à ce critère de la Banque mondiale, des pays à revenus inférieurs. Et ensuite, dans les structures économiques, on repère souvent le sous-développement à euh, la grande part de l'agriculture dans la valeur ajoutée, dans le PIB, c'est-à-dire que c'est des pays pour lesquels l'agriculture est encore le secteur le plus important en termes d'emploi et en termes de création de richesse, en termes de production, et souvent une agriculture qui n'est pas encore très mécanisée, qui est largement vivrière. Donc, grande part de l'agriculture est d'une agriculture qui est encore faiblement modernisée. Des exportations, donc là on peut aussi observer un critère de commerce international, ou même une balance commerciale qui est particulière, des exportations principalement de produits bruts et peu transformés, des produits agricoles, ça peut être des produits miniers par exemple, et des importations plutôt de produits transformés, manufacturiers,
à plus ou moins grande teneur technologique. Et évidemment, cette structure de la balance commerciale, souvent, a pour conséquence des déficits commerciaux, puisque les exportations, donc c'est des produits bruts qui n'ont pas une valeur ajoutée très importante, alors que les importations sont des produits transformés, manufacturés, qui eux ont une valeur ajoutée plus importante. Hein, donc cette situation des pays sous-développés, c'est souvent une situation de déficit commercial. Et puis, il y a aussi un critère démographique hein, qui finalement renvoie à la situation de faible développement, c'est le fait que c'est des pays qui sont alors, dans les années 60-70, qui n'ont pas commencé et aujourd'hui qui sont en fait sans doute en plein dedans, la transition démographique. Je rappelle que transition démographique et développement sont vraiment liés, puisqu'on l'avait vu hein, dans le chapitre sur la démographie. Les premières phases de la transition, c'est lorsque vous avez une baisse de la mortalité, notamment infantile, et cette baisse de la mortalité, elle est liée à l'amélioration des conditions de vie, des revenus, de l'alimentation, de l'hygiène, donc de la santé. Donc en fait, le début de la transition démographique, elle, elle s'explique parce que le développement de la société hein, progresse. Donc évidemment, les deux choses sont vraiment liées. Voilà, donc ça c'est vraiment à retenir, hein, les différents critères du sous-développement. Ça peut être l'objet d'une réflexion, alors peut-être pas d'un sujet complet, mais au moins d'une réflexion dans une colle. Hein. Qu'est-ce que c'est que le sous-développement? Ou alors, si vous avez un sujet sur le sous-développement, être capable de définir, de proposer des critères de sous-développement, c'est quelque chose d'important. Alors ensuite, l'idée que les trajectoires se diversifient, là j'ai été assez rapide parce qu'en fait on va beaucoup le développer dans le grand 2. Mais pour le dire de manière très schématique, et on va aussi le voir avec le document que je vous propose tout à l'heure, euh, vous avez une grande partie des pays de l'Asie du Sud et du Sud-Est qui vont connaître un vrai décollage d'abord économique et qui va leur permettre de faire progresser éducation, santé et qualité de vie de leurs habitants. Donc ceux qu'on a appelés les dragons et les tigres asiatiques. Je vous ai remis la liste hein, de tous ces pays ici. Alors attention, hein, ne pas dire que du coup toute l'Asie du Sud-Est ou que tous les pays d'Asie du Sud-Est ont connu un décollage économique et un développement fulgurant, puisque vous avez malgré tout en Asie du Sud ou en Asie de l'Est hein, des pays qui ont un développement qui est resté pour le coup assez limité, comme le Cambodge jusqu'à aujourd'hui, ou pendant très longtemps le Vietnam. Aujourd'hui le Vietnam connaît un développement important, mais pendant très longtemps ça a été un pays très peu développé. Non, mais quand même, schématiquement, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est va connaître ce développement, alors que sur le continent africain, hein, s'il fallait opposer de manière un peu schématique les espaces mondiaux, c'est sur le continent africain que le sous-développement va perdurer de manière plus longue, euh, de manière, oui, plus tenace, hein, je pourrais dire ça comme ça. Euh, Et en particulier, vous le savez sans doute, on va revoir une carte tout à l'heure, en particulier les pays qu'on appelle d'Afrique centrale ou d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire ceux qui sont au sud du Sahara, entre le sud du Sahara hein, et le nord de l'Afrique australe, disons donc au-dessus de l'Afrique du Sud. Hein, entre le Sahara et l'Afrique du Sud, là vous avez vraiment tout un ensemble de pays qui vont connaître un sous-développement tenace, qui vont faiblement se développer. Encore une fois, comme souvent, hein, tout est affaire de nuances. On pourrait, même dans ces pays d'Afrique centrale, trouver des exceptions, des pays qui vont réussir à, à amorcer un développement économique et un développement social, comme le Kenya par exemple, hein, qui a pu connaître une vraie croissance économique et un vrai progrès de la qualité de vie de ses habitants. Donc voilà, c'est quand même pour donner les grands jalons, mais on va les reprendre et les redévelopper dans le grand 2. Voilà, à l'échelle mondiale quand même, hein, donc à l'échelle mondiale, vous avez un progrès global des indicateurs de développement depuis les années 60. Donc encore une fois, c'est vrai que pour le développement comme pour la croissance, c'est quand même intéressant d'observer le temps long, hein, les évolutions sur le long terme, et malgré tout à long terme, en tout cas depuis maintenant presque enfin, plus d'un demi-siècle, hein, plus d'un demi-siècle, on a un progrès, si on trace une droite, on a un progrès de tous les indicateurs de développement, avec des accidents, avec des variétés, avec des péripéties, encore une fois, mais le résultat est tout de même là.
Voilà. Alors, et puis le dernier paragraphe un peu pour conclure ce grand 1. Bon, finalement, les grandes inégalités de développement aujourd'hui, on les connaît bien. Je crois que je vous ai remis une carte et je vous ai aussi montré que euh, on pouvait observer ces inégalités de développement à des échelles un peu plus fines, hein, donc notamment entre les régions, voire entre les communes des différents pays. Euh, mais quel que soit le critère de développement qu'on utilise, hein, ce que je disais aussi la dernière fois, on a quand même rarement de grosses surprises. C'est-à-dire que, je le disais lundi, le classement peut varier de quelques places, parfois d'une dizaine ou voire d'une vingtaine de places, hein, en fonction du critère de développement qui est retenu. Mais vous allez jamais avoir de bons gigantesques entre les classements de développement en fonction du critère retenu. Et donc, le découpage du développement dans le monde, vous le connaissez, hein, les pays développés sont les pays les plus anciennement industrialisés, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Euh, alors, les pays sous-développés aussi, donc les fameux PMA dont on a parlé la dernière fois, on sait à peu près les situer, hein, en Afrique subsaharienne et quelques pays asiatiques et caribéens. Par contre, c'est vrai que la question c'est un peu sur l'intermédiaire, quoi. Quand on est entre le sous-développement et entre la situation de pays très développés. Bon là, il y a un entre-deux qui n'est pas facile de définir euh, et qui concerne finalement presque la moitié des pays du monde, hein. Donc vous connaissez les principaux, notamment le Brésil, l'Inde, la Chine, etc., etc. Hein, les fameux BRICS. Bon, voilà, hein, à peu près le contenu du cours de ce matin. Les documents n'étaient, je crois, pas non plus bien compliqués. Vous me dites s'il y a des questions, et sinon on va passer à l'analyse de documents. Oui, Alan, bonjour, je te laisse la parole. Oui, bonjour monsieur. Euh, C'était pas à propos de lundi. En le relisant, j'ai pas eu l'impression qu'en fait le niveau d'institutionnalisation d'un pays pouvait rentrer les critères ou dans le calcul de son niveau de développement de manière précise. Or, on sait que par exemple, c'est un facteur qui fait que, par exemple, des pays développés viennent des pays en développement ou en sous-développement, parce que c'est là que la marge peut être intéressante. Mais du coup, est-ce que Alors, Alan, je me permets de reprendre la parole. Je sais pas si tu avais totalement terminé puisque j'ai eu des, ça a un petit peu sauté, hein, ta question, mais je pense que j'en ai compris le sens et je vais essayer d'y répondre et tu me diras si c'est ça. Donc, euh, on va reparler du poids et de l'importance des institutions. Alors, qui sont devenus finalement un terrain de recherche et même un terrain d'intérêt pour les politiques depuis les années 80-90, hein, à la fois pour les chercheurs en économie, en sociologie et pour les institutions internationales, c'est devenu quelque chose auquel ils se sont beaucoup intéressés depuis les années 80. Alors, par contre, dans les critères de développement, effectivement, ça n'est pas encore très bien intégré. Et c'est vrai que c'est un gros problème puisqu'aujourd'hui, même le FMI, la Banque mondiale reconnaissent que la qualité des institutions est importante pour les stratégies de développement et la réussite du développement des sociétés. Alors, cela étant, ces organisations internationales et les chercheurs en économie ont cherché justement, hein, à produire des indicateurs, à produire des statistiques, hein, sur la qualité des institutions, mais peut-être que tu le sens à la manière dont je le dis, hein, mesurer la qualité des institutions, bah, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on va regarder comme critère précis, qu'est-ce qu'on va prendre comme statistique, ça n'est pas évident. Un des critères qui est le plus observé, hein, pour la qualité des institutions, c'est un critère qui n'est pas calculé par une organisation internationale, hein, mais par une ONG, et c'est ce qu'on appelle l'indice de corruption, hein, des États. Et donc là, vous avez
des calculs qui essaient d'estimer dans quel pays finalement la corruption est la plus faible et de la plus faible jusqu'à la plus élevée. Sachant que la corruption désigne la situation dans laquelle l'argent, et en particulier l'argent public, va être détourné de son usage normal à des fins de pouvoir ou à des fins d'enrichissement privé. Et donc évidemment cet argent qui n'est pas dépensé pour pour la collectivité va nuire à la capacité de développement de cette collectivité, de cette société. Bon, mais c'est vrai, hein, c'est une bonne remarque, hein, dans les critères de développement les plus classiques, les institutions finalement ne sont pas tellement prises en compte. Alors, ce qu'on pourrait quand même contre-argumenter, ou on pourrait répondre quand même d'une certaine manière en disant, bon, ok, il n'y a pas une case institution dans les calculs, mais les critères que l'on observe supposent de plus ou moins bonnes institutions. Exemple, si on a des taux d'alphabétisation élevés dans la population, c'est qu'on a un système éducatif qui est relativement performant, ou en tout cas qui est bien installé, et ça c'est une institution importante pour la société. Si on a une espérance de vie pareil qui est relativement élevé, c'est que les systèmes de santé, les infrastructures sont présentes, donc elles ont été financées d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Donc ça peut malgré tout donner un indice de la qualité des institutions. Alors on va reparler de tout ça la semaine prochaine, hein, dans le grand 2 petit 4 sur les facteurs institutionnels du développement. Alors, est-ce que c'était bien le sens de ta question, Alan? Tu peux me dire ça dans le chat ou avec le micro si tu veux, mais ça avait un peu sauté le micro. Ah, mince. Alors, oui, pardon, je suis en train de voir sur la liste que Alan a des problèmes que tu as des problèmes de connexion, Alan, donc je sais même pas si tu as pu entendre la réponse. Il faudra que je mette en ligne les vidéos. Alors voilà, ça a l'air d'être revenu. Je sais pas si tu as pu entendre complètement la réponse que j'ai donnée. Ouais, voilà, ça. Bon. Et au pire, s'il faut la réécouter, je vais mettre en ligne là ce matin. Je suis un peu en retard sur les vidéos. Il m'en manque une ou deux. Je vais essayer de les mettre en ligne ce matin. Alors, je vous propose un petit document donc pour terminer, pour commenter un petit peu ce cours. Vraiment pas compliqué, qu'on va regarder ensemble. Alors, j'espère que ça va être lisible pour vous. Voilà. Alors, je vous laisse pas longtemps, 2-3 minutes pour observer ce document et m'en faire un petit commentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apprend sur le développement à l'échelle donc des différentes régions, des différentes nations. Et regardez bien aussi la période considérée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme information principale qui ressort de cette carte? Oui, Anaïs, pardon, c'est vrai que j'ai pas posé de question là très précise, mais juste, quelles sont les informations principales que vous tirez de cette carte en ce qui concerne le développement? Alors, que ce soit à l'échelle mondiale, à des échelles continentales, à des échelles plus nationales, voilà. Quelles sont les informations principales que vous retireriez de cette carte sur la question du développement des sociétés? Ok, alors moi, je vais laisser d'abord dans un premier temps la parole à Laetitia, bonjour, et puis après éventuellement Anaïs. Laetitia, je te laisse la parole. Bonjour.
Donc moi j'aurais dit que cette carte nous permet de voir que le développement dans la planète est inégalement réparti. Il y a des pays qui ont un développement plus rapide que d'autres et d'autres pays qui sont un peu lésés. Alors, pardon, j'ai pas entendu la dernière remarque. D'autres pays qui sont un peu lésés, c'est ça? Et c'est ça. D'accord. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Anaïs et puis ensuite je ferai un commentaire de vos interventions. Anaïs, oui, je t'écoute, bonjour. Bonjour. Avec la carte, on constate que les pays ont connu le développement le plus élevé de l'IDH, ce sont ceux qui étaient peu développés, en tout cas qu'au début on catégorisait comme sous-développés. Ils se concentrent dans des régions, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Est, quelques pays d'Afrique et un peu en Amérique. L'Europe aussi est concernée. Et on voit en tout cas que l'évolution la plus importante concerne des pays qui sont dans des zones qu'on pourrait, enfin, où l'accès à l'éducation, à la santé et aussi aux richesses, dans les années, au début du calcul de l'IPH, en tout cas, a été très compliqué et qui s'est amélioré de beaucoup en 24 ans. Et voilà. Ah, très bien, merci. Alors, je dis un mot rapidement de vos deux interventions. Donc, déjà, c'est bien d'avoir repéré et d'avoir rappelé hein, la période d'étude de cette carte. Donc, c'est à peu près un quart de siècle, hein, 1990-2014. 1990, c'est la première année où on a calculé l'IDH de manière officielle, hein, puisque c'est là, à ce moment-là qu'il a été créé. Vous pouvez trouver des cartes avec des calculs de l'IDH plus anciens, mais qui sont plutôt des estimations. Alors, ça c'est une chose. Donc on s'intéresse au développement assez récent finalement des différents pays du monde, puisque c'est depuis les années 90. Et depuis les années 90, qu'est-ce qu'on observe? Comme l'a dit Laetitia, il y a une inégalité de la croissance du développement. Alors, de la croissance, c'est peut-être un peu maladroit, puisque c'est un terme qu'on utilise aussi en économie. Disons qu'il y a une inégalité dans le progrès ou dans l'accélération du développement. C'est-à-dire que depuis les années 90, on a des nations qui connaissent une amélioration de leur développement rapide. La Chine, bien sûr, l'Inde, par exemple ici, tout un ensemble effectivement de pays de l'Asie du Sud et de l'Est. Donc je parlais tout à l'heure du Cambodge, qui a tendance là, à se développer finalement assez rapidement aussi. Et puis des pays africains, alors ici vous avez le Mali par exemple, le Niger, même le Soudan, ce qui peut paraître assez paradoxal. Bon, voilà. Et puis l'Amérique latine, tu l'as dit, hein, c'est quand même une couleur assez bleu foncé encore, donc un développement assez rapide. Bon. Et puis vous avez des pays qui se développent moins rapidement. Alors les États-Unis, oui, mais c'est vrai qu'ils avaient une telle avance de développement qu'on peut le comprendre. Et puis il y a d'autres pays qui se développent peu rapidement, mais on se dit que c'est sûrement pour des raisons un peu moins bonnes, hein. Les États-Unis, c'est parce qu'ils sont très en avance, l'Australie aussi, parce qu'ils étaient très en avance, le Japon ici, hein, très en avance de développement. Donc il est normal que leur développement maintenant ne s'accélère plus beaucoup. Par contre, vous avez des pays ici comme la Libye, hein, par exemple, qui ne sont pas très développés en 1990 et dont le développement progresse assez modestement. Euh, voilà. Donc, il serait normal, enfin, on pourrait s'attendre hein, à ce que les couleurs foncées soient réservées aux pays sous-développés ou émergents, et c'est quand même plutôt le cas. Par contre, les couleurs faibles, elles devraient être réservées entre guillemets aux pays qui sont déjà développés, et ça n'est pas forcément le cas. Ça veut dire qu'il y a des pays qui ne sont pas encore développés et qui progressent faiblement en termes de développement, hein. Donc, vous avez en particulier ici, j'ai pris les cas de certains pays africains comme la Libye. OK, donc ça c'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres, remarques? Est-ce que d'autres étudiantes ou étudiants veulent faire des remarques sur cette, carte? Il y a quelque chose qui peut interpeller un petit peu? Le fait que l'Europe soit aussi de la même couleur que l'Amérique latine.
Alors, je crois que c'était Anaïs, hein, donc le fait que l'Europe soit aussi la même couleur que l'Amérique latine, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe parce que ça veut dire que on a un progrès du développement qui est assez rapide et pour l'Amérique latine, c'est pareil, un progrès du développement qui est assez rapide. Alors, l'Amérique latine, hein, c'est un continent qui est quand même assez contrasté puisque vous avez des pays d'Amérique latine hein, qui étaient aussi assez développés déjà au début des années 90, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay par exemple, sont des pays qui sont déjà relativement développés, donc disons que la pointe sud ici de l'Amérique latine connaît un développement qui est quand même assez important et qui en plus avait déjà une situation initiale de développement assez élevée. Et après, dans le reste du continent, bah, vous avez le géant, le Brésil, hein, qui a connu un développement rapide depuis les années 90. Bon, donc c'est presque plus surprenant d'avoir des pays comme la France ou la Grande-Bretagne en bleu, effectivement, en bleu un petit peu foncé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur croissance économique et que a été forte et que les progrès d'espérance de vie ont continué d'être assez forts. En fait, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Je le dis ici, je l'ai pas forcément noté dans le cours, donc je vais le dire pas trop vite. Vous pouvez essayer de le noter. Et puis sinon, j'essaierai de le renoter par ailleurs dans le cours. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est que les progrès, notamment en termes d'espérance de vie, euh, sont pour le coup assez répartis de manière assez homogène à l'échelle du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas un énorme rattrapage en termes d'espérance de vie des pays sous-développés ou en développement par rapport aux pays déjà développés. Dans les pays développés, l'espérance de vie a continué depuis les années 90, a augmenté assez rapidement, et donc il n'y a pas eu un gros rattrapage des autres pays. On a vu qu'il y avait aujourd'hui maintenant un peu un tassement, voire des reculs, hein, on avait parlé des États-Unis, mais des années 90 et des années 2000, on avait des évolutions un petit peu parallèles. Donc ça peut se comprendre hein, que la couleur de l'Europe et la couleur de l'Amérique latine soient similaires. Ça a disparu de mon écran, donc je ne sais plus qui avait demandé la parole. Ah, Anaïs, là tu étais intervenu, et puis qu'est-ce qui voulait la parole? Vous pouvez redemander éventuellement. Voilà, il me semble que c'était toi, Wendy, donc bonjour, je te laisse la parole. Bonjour, en fait, c'était par rapport aux États-Unis. Si c'est de cette couleur-là, est-ce que c'est pas parce que c'est un pays qui est arrivé avant les années 90 à se développer? Donc du coup, l'accélération du développement s'est ralentie. Enfin, je sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair et c'est très clair et très juste, hein. Donc, vous avez des pays pour lesquels le niveau de développement était déjà très élevé en 1990, et donc forcément, étant déjà à un niveau de développement très élevé, bah, ils n'ont plus une marge de progression qui est aussi forte hein, que les autres pays. Donc, leur progression va être plus lente. Alors, donc, je disais, c'est principalement le cas des États-Unis, du Canada. Alors, vous avez aussi les pays qu'on appelle les pays scandinaves ici, hein, Norvège, Suède, Finlande. On voit aussi le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça, c'est des pays qui avaient déjà un niveau de développement très élevé, hein. D'accord. Oui, alors moi, ce que je pensais pouvait peut-être vous interpeller, c'était les pays qui étaient grisés. Est-ce que vous pouvez me faire un rapide commentaire des pays qui sont en gris? Oui, pardon, Laetitia? Je suis désolé. Les pays qui sont en gris, enfin, pour moi, ce sont des pays qui ont de très faibles, enfin, un très faible développement. Et alors, vu que c'est marqué absence de données, je pense qu'ils font partie des pays les plus pauvres, comme par exemple les PMA ou bien les pays vraiment moins développés. Ok, il y a une deuxième personne qui a demandé la parole, mais c'est pareil, ça n'est pas apparu sur mon écran. Qu'est-ce qui avait demandé la parole? Vous pourrez demander, c'est Anaïs. Anaïs, oui, je te laisse la parole. Euh, je pense pas que c'est par rapport au PMA ou quoi, parce qu'on voit quand même le Groenland est en gris, et le Groenland appartient au Danemark. Du coup, techniquement, on devrait être en bleu ciel, en bleu plus foncé.
Mais je pense que c'est parce que surtout le poids, en tout cas les principaux critères de l'IDH, l'éducation, l'espérance de vie, ne sont pas calculés dans ces pays-là, ou sinon il y a des difficultés au niveau institutionnel qui fait qu'on ne sait pas vraiment si ce sont des pays ou quoi. On a des pays dans la Corne de l'Afrique, euh, on sait qu'ils sont pas forcément en état n'est pas stable, donc c'est pas facile d'avoir des données là. On a certains États certains pays d'Afrique subsaharienne, euh, je crois le Maroc occidental, non, le Sahara occidental, c'est pas forcément un pays où on sait qu'il y a des données, et on a aussi la Guyane française qui aurait pu être en bleu plus foncé, mais comme je pense que les données sont prises dans le cadre de la France, du coup ils ont préféré laisser en gris. Ouais, alors c'est vrai qu'on voit pas très bien, mais c'est vrai qu'on a même l'impression qu'au niveau de la Caraïbe ici, hein, il y a peut-être pas suffisamment de données. Alors bon, c'est marqué absence de données, hein, donc c'est ça, on n'arrive pas à collecter suffisamment de données. Cela dit, vos deux réponses se recoupent, au moins en partie, puisque c'est une question d'absence de données, donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de statistiques pour faire le calcul, et souvent l'absence de statistiques fiables ou en nombre suffisant pour faire le calcul, ça témoigne quand même de l'insuffisance effectivement des institutions, de l'insuffisance de l'appareil institutionnel qui est pas capable de connaître sa population, de connaître son niveau par exemple d'éducation, de santé, de connaître exactement quelle est la richesse du pays. Donc c'est vrai que souvent, enfin, on a dans cette liste en gris, hein, des pays qui sont marqués, par exemple, par des conflits avec des États très instables. Donc tu parlais de la Corne de l'Afrique, vraiment la pointe, hein, c'est la Somalie. Ici, sous le pointeur, vous avez le Soudan du Sud, par exemple, hein, qui est un pays qui a été créé en 2011, mais qui depuis 2011 connaît guerre civile sur guerre civile. Alors, le cas du Sahara occidental, c'est un cas très particulier, puisque c'est un territoire qui est revendiqué, enfin, qui appartient officiellement, d'après le Maroc, au Maroc, mais qui revendique une autonomie plus grande. Donc, dans lequel aussi, pareil, il y a beaucoup d'instabilité et pas vraiment de statistiques possibles, etc., etc. Alors le Groenland, oui, c'est vrai que ça appartient au Danemark. Pourquoi est-ce que malgré tout on ne prend pas la statistique du Danemark? Parce que les conditions de vie, et notamment d'éducation, hein, et d'espérance de vie des populations locales ne sont certainement pas les mêmes qu'au Danemark. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris la couleur du Danemark, hein, pour cet espace groenlandais. Et sans doute bon, qu'ils n'ont pas de statistiques, ou en tout cas l'ONU n'avait pas eu les statistiques pour faire le calcul. Mais effectivement, vous avez quand même beaucoup de ces États en gris qui sont ce que on a pu appeler, on va y revenir dans le grand 2, ce qu'on appelle parfois, hein, en anglais des failed states, ou en français des États défaillants. Et là, pour boucler un peu la boucle avec la question d'Alan tout à l'heure, ces États faillis ou défaillants, c'est des États qui n'arrivent pas à gouverner finalement leur espace, enfin leur territoire et leur population, et qui n'arrivent pas du coup à collecter, des statistiques en particulier, hein, sur leur population. Et donc, enfin, je voulais vous entendre dessus parce que malgré tout, ça concerne un certain nombre de pays, hein. Quand on regarde la carte, vous avez quasiment une vingtaine de pays pour lesquels, donc c'est presque 10% des pays du monde, hein, pour lesquels on a des problèmes de données statistiques. Ça fait quand même un ensemble considérable. Voilà, hein, un peu ce qu'on pouvait dire sur ce, sur cette carte. Alors oui, je voulais terminer quand même en disant qu'on le voit ici, hein, à l'échelle mondiale, si vous regardez l'échelle mondiale, et sous réserve que donc les pays grisés, ben, on les retire, hein, puisqu'on n'a pas les données. Mais pour les pays pour lesquels on a les données, on voit que le développement humain progresse partout, hein. Vous n'avez pas de pays en orangé, donc il n'y a pas de baisse, hein, de l'IDH dans aucun des pays pour lesquels on a pu faire des calculs statistiques. Donc ça revient quand même à l'idée que sur le temps long, sur le long terme, on a plutôt une tendance au développement humain depuis les années 90, et en fait même depuis le milieu du XXe siècle sans doute.